Alors concernant la spondylarthrite ankylosante, maintenant, d'abord il faut savoir que c'est un rhumatisme inflammatoire dont la prévalence touche à peu près 0,5% de la population générale dans les rares études qui ont essayé d'estimer cette population. Et c'est un rhumatisme inflammatoire qui est très particulier parce que, contrairement aux autres qui touchent principalement les articulations des mains et des pieds, donc ce qu'on appelle les articulations périphériques, lui, il va être caractérisé par une atteinte axiale, c'est-à-dire une atteinte finalement des articulations qui sont centrées sur l'axe des patients, et donc en particulier le rachis, ça peut être le rachis cervical, dorsal ou lombaire, c'est plus fréquemment dorsal et lombaire que cervical. Les articulations sacro-iliaques, vous savez, ces articulations qu'on a dans les fesses, tout simplement, et qui permettent au moment de l'accouchement, chez les femmes enceintes qui accouchent, un écartement du bassin pour laisser passer le bébé. C'est à peu près la seule utilité de ces articulations, donc chez l'homme ça ne sert pas à grand chose. Et bien, ces articulations, dans ce rhumatisme, elles sont inflammées et ça donne des douleurs qui sont très importantes. Puis vous pouvez aussi avoir une atteinte des articulations coxo-fémorales au cours de ce rhumatisme et une atteinte des articulations costo-vertébrales, donc presque tout ce qui se retrouve un petit peu centré sur l'axe des patients. Et l'autre caractéristique de ce rhumatisme inflammatoire, c'est qu'il se traduit par une formation osseuse, à l'inverse de la polyarthrite rhumatoïde où vous avez des érosions, des destructions osseuses. Là, vous allez au cours du processus inflammatoire voir l'apparition d'ossifications, et ce sont des ossifications des tendons et des ligaments qui relient les articulations les unes entre elles, et c'est ce qu'on va appeler des anthésophytes, c'est-à-dire qu'il s'agit au départ d'une inflammation des anthèses, l'insertion des ligaments et des tendons autour des articulations, c'est au départ inflammatoire, et puis petit à petit, ça va se calcifier, et donc c'est une maladie qu'on appelle ankylosante, justement parce que quand ces calcifications se réunissent, eh bien ça fait une ankylose, on ne peut plus bouger, et en particulier au niveau du dos, l'évolution chez ces patients-là au niveau du rachis, au départ ils se tiennent tout droit, alors là je me mets de profil pour que vous voyez bien, et puis plus ça va aller, plus au cours de leur vie, ils vont se retrouver en syphose, avec l'impossibilité de regarder devant eux, puisque leur cou va être aussi complètement ankylosé, donc ils ne peuvent plus lever la tête pour regarder ce qui se passe devant eux, et donc c'est des gens qui sont quand même très très gênés quand ils arrivent à un stade évolué de leur maladie. Heureusement, aujourd'hui avec les traitements dont on dispose, eh bien, les patients n'évoluent plus de cette manière, mais ça, c'est la spondylarthrite ankylosante historique. Alors maintenant, il y a beaucoup de changements qui sont intervenus dans cette pathologie, d'abord parce qu'il y a eu des nouveaux traitements miraculeux dans cette maladie, qui sont les anti-TNF, et qui ont une efficacité spectaculaire et qui permettent aux patients d'avoir une vie complètement normale. Et du coup, ça a permis de repenser tout autour de cette pathologie, et en particulier déjà au niveau du diagnostic, parce qu'on s'est dit qu'il faut faire le diagnostic plus tôt. Autrefois, les critères utilisés dans la spondylarthrite ankylosante, critères modifiés de New York, n'utilisaient que des critères radiographiques. Il fallait avoir des sacro-iliaques très évolués pour qu'on puisse dire c'est une spondylarthrite ankylosante. Mais ça veut dire qu'on laisse les patients, avant qu'ils aient leur première lésion radiographique, évoluer pendant 10 à 15 ans. Pas possible de laisser évoluer aujourd'hui avec les traitements qu'on a. C'est pas possible d'attendre 15 ans avant de commencer à traiter efficacement les patients. Et donc aujourd'hui, eh bien, il y a eu toute une rediscussion autour de ce diagnostic de spondylarthrite ankylosante qu'on a rapproché d'autres pathologies comme le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les arthrites associées aux antéchromopathies inflammatoires, et on a créé une famille qu'on appelle la famille des spondylarthropathies. Et dans cette famille, eh bien, vous allez retrouver les patients qui ont les formes axiales de spondylarthropathie, qu'on appelait autrefois les spondylarthrites ankylosantes, d'accord ? Forme axiale de spondylarthropathie ou spondylarthrite ankylosante, c'est à peu près la même chose. Vous avez les formes périphériques de spondylarthropathie. Je vous en ai dit un petit mot au cours de la polyarthrite rhumatoïde, puisqu'il s'agit d'un diagnostic différentiel de la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez une atteinte cette fois-ci périphérique des articulations, donc c'est une polyarthrite distale, mais ce n'est pas associé à du facteur rhumatoïde, ce n'est pas associé à des auto-anticorps, c'est associé à du psoriasis, c'est ce qu'on appelait autrefois le rhumatisme psoriasique. Et il y a certains patients qui peuvent d'ailleurs avoir des caractéristiques de spondylarthrite ankylosante et de rhumatisme pso. On peut avoir vraiment ce qu'on appelle des overlaps en anglais, des croisements entre ces patients, et c'est pour ça d'ailleurs que l'évolution fait qu'on considère que tout ça, ça appartient à la même famille. Et puis, vous avez les patients qui ont les arthrites réactionnelles, et c'est à nouveau, ils font partie de cette famille. Alors les arthrites réactionnelles, c'est en réaction à une infection urinaire ou digestive, à chlamydia, shigelle, yersinia, etc. Vous faites quelque chose d'aigu,
avec un syndrome oligo-articulaire, et puis vous pouvez évoluer vers la chronicité, soit vers quelque chose de périphérique qui ressemble au rhumatisme psoriasique, soit vers quelque chose de plus axial qui ressemble à la spondylarthrite ankylosante, mais tout ça, c'est une même famille de patients qui partagent un gène de prédisposition commun qui est le HLA-B27. Ça, vous devez le retenir. Alors, le HLA-B27 n'est pas aussi fréquent dans toutes ces populations, il est beaucoup plus fréquent dans les patients qui ont une spondylarthrite ankylosante. 90% des patients sont HLA-B27 positifs, 50% seulement dans le rhumatisme pso et 75% dans les arthrites réactionnelles. Mais dans tous ces pathologies-là, dans toutes ces pathologies-là, le HLA-B27 est surexprimé par rapport à la population générale, puisque dans la population générale, c'est seulement 10% de la population générale qui porte le HLA-B27 sans être pour autant malade. Ce n'est pas parce que vous avez le B27 que vous êtes forcément atteint de la maladie, mais encore une fois, c'est 10% de la population générale et la maladie, quand on prend tout ça confondu, c'est même pas 1% de la population générale, donc il y a beaucoup de patients qui ont le B27 et qui ne sont pas malades, mais néanmoins, c'est un gène qui fait qu'on peut dire que tous ces patients font partie de la même famille. Et enfin, vous avez aussi un rhumatisme d'arthrite associé aux hétérocolopathies inflammatoires qui rentre dans ce cadre avec des patients qui ont des entérocolopathies inflammatoires et qui ont en même temps des douleurs soit axiales, soit périphériques, qui peuvent tout à fait s'apparenter à une spondylarthropathie à forme périphérique ou à forme axiale. Alors quand on parle de spondylarthrite ankylosante aujourd'hui, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que cette année, donc c'est tout nouveau, le groupe ASAS, qui est un groupe scientifique qui regroupe tous les spécialistes de la spondylarthrite ankylosante à travers le monde, donc quelque chose qu'on ne peut pas ignorer dans cette pathologie, a décidé de changer un petit peu la manière d'envisager le diagnostic de spondylarthrite ankylosante et d'appeler finalement cette pathologie différemment, justement en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que la spondylarthrite ankylosante appartient à une grande famille des spondylarthropathies. Ils ont décidé d'appeler ces patients-là des patients avec une spondylarthropathie à forme axiale. Alors vous allez me dire, ouais, bon, c'est de la sémantique, mais les patients, c'est les mêmes. Oui et non. Parce que, encore une fois, le diagnostic de spondylarthrite ankylosante, on le réservait à des patients qui avaient une atteinte évoluée des articulations sacro-iliaques à la radio, donc ça supposait quand même qu'on arrive tardivement sur le diagnostic, et donc un retard de diagnostic veut dire un retard de traitement quand on sait aujourd'hui des traitements dont on peut disposer, surtout dans certains pays où ces traitements ne sont pas remboursés de manière évidente. Et donc, ça peut avoir quand même une utilité pour les patients en permettant, et je vais vous expliquer pourquoi, un diagnostic plus précoce. Alors, ces critères, ce n'est pas la peine de les retenir par cœur en tant que tels. Par contre, ils sont intéressants parce que ils vont vous faire la liste de tous les signes cliniques ou de l'interrogatoire qu'il faut rechercher pour faire le diagnostic de spondylarthropathie à forme axiale ou le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. C'est un petit peu les mêmes patients, sauf que, pour résumer, spondylarthrite à forme axiale, vous aurez aussi des patients qui ont une forme plus récente de la maladie. Alors, je vais vous faire un petit topo détaillé de ça. Donc, ça a été publié cette année, au mois de juin, c'est vraiment tout récent, mais ça risque de changer quand même la manière d'envisager ces patients et ça risque d'être utilisé de manière très large par les rhumatologues. Donc, quand on définit une spondylarthrite à forme axiale, d'abord, la porte d'entrée, c'est quoi? C'est la douleur du dos, lombalgie. Alors vous allez me dire, tout le monde a une lombalgie, c'est vrai, mais il faut qu'elle dure plus de 3 mois en continu. Donc déjà là, c'est pas le simple lumbago qui va guérir en général en 15 jours, 3 semaines. Et puis il faut aussi que l'âge soit inférieur à 45 ans, parce qu'on sait très bien qu'au-dessus de 45 ans, tout le monde a mal au dos. Donc ça, c'est pas un critère, évidemment. Et puis on sait aussi très bien que dans la spondylarthrite ankylosante et dans les spondylarthropathies à forme axiale, justement, la caractéristique, c'est que le pic de fréquence survient entre 25 et 45 ans. Et donc après, on est sur d'autres pathologies. Et à partir de là, il y a deux choses qui sont essentielles à faire. C'est rechercher la présence de HLA-B27. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était important dans les spondylarthropathies. Et puis rechercher la présence d'une atteinte des sacro-iliaques à la radiographie, mais aussi en utilisant un examen qui est beaucoup plus sensible et qui montre des signes de manière beaucoup plus précoce, qui est l'IRM des articulations sacro-iliaques. Et à partir de là, soit vous avez une présence de sacro-iliaque, de sacroïlite à la radio ou à l'IRM, et dans ces cas-là, il faut que vous ayez juste un des critères suivants pour qu'on puisse dire c'est une spondylarthropathie à forme axiale.
soit vous n'avez pas d'une atteinte des sacro-iliaques à l'IRM ni à la radio, et dans ces cas-là, vous avez peut-être le HLA-B27, et il vous faut à ce moment-là au moins 2 autres critères présents dans la liste qui est ici. Et cette liste, qu'est-ce que vous avez? Vous avez lombalgie inflammatoire cette fois-ci, donc qui prend en compte l'horaire inflammatoire des douleurs, le dérouillage matinal, etc. La présence du B27, pour le cas où vous auriez une sacroiliite radiographique ou IRM, il suffirait par exemple d'avoir le B27 positif et puis ça y est, vous êtes considéré comme un patient avec une spondylarthropathie à forme axiale. Évidemment, là, on dit 2 autres critères, donc vous ne pouvez pas avoir B27 et B27 dans les critères, hein, c'est un peu le bon sens, mais je préfère quand même clarifier pour être sûr que vous avez bien compris. Ça peut être une arthrite périphérique, puisqu'on a vu qu'il y avait des formes croisées entre le rhumatisme périphérique et le rhumatisme axial, des anthésites, hein, des inflammations des anthèses, en particulier l'anthésite du tendon d'Achille, ici, qui est très fréquente dans les spondylarthrites ankylosantes, les uvéites. C'est quoi l'uvéite? C'est une atteinte inflammatoire de l'œil qui est très fréquemment associée à ces spondylarthropathies à forme axiale, 25 à 30% des cas, c'est très fréquent. Dactylite, c'est quoi? C'est ce que vous voyez dans les bouquins, on vous dit orteil en saucisse, doigt en saucisse, hein, ça ressemble un petit peu à des knacky Herta, hein, grosso modo, donc effectivement vous avez l'orteil tout d'un coup, pouf, évidemment il ne faut pas le tremper dans le ketchup, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à ça, et c'est une caractéristique des spondylarthropathies, et ça peut se voir dans les spondylarthropathies à forme axiale. Le psoriasis, hein, je vous ai dit que c'était associé habituellement plutôt à la forme périphérique de spondylarthropathie, ce qu'on appelait avant le rhumatisme psoriasique. Néanmoins, il y a des patients qui ont des formes axiales avec du psoriasis, et c'est un signe important à rechercher. Entérocolopathie inflammatoire également, hein, vous vous souvenez, je vous dis, les entérocolopathies inflammatoires peuvent s'associer aux spondylarthropathies, et donc c'est un des critères qui permet de dire c'est une spondylarthropathie. Bonne réponse aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est également un critère fondamental. Hein, dans cette pathologie-là, c'est une des caractéristiques du diagnostic de dire si je mets des anti-inflammatoires, ça marche, c'est énorme parce que c'est vraiment spectaculaire la plupart du temps. Bon, il y a toujours certains patients chez qui ça ne va pas marcher parce qu'ils ont une forme beaucoup plus sévère, active, etc. Mais la plupart du temps, ça marche, au moins de manière transitoire. Les antécédents familiaux de spondylarthropathie, pourquoi? En raison de la composante génétique de cette maladie. Je vous ai parlé du HLA-B27. Donc, c'est des familles de spondylarthropathie. Et c'est vrai que si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a fait un rhumatisme pso ou une entérocolopathie inflammatoire avec rhumatisme associé, eh bien, vous avez des antécédents familiaux de spondylarthropathie et vous avez plus de chances d'avoir vous-même une spondylarthropathie. Et puis enfin, le syndrome inflammatoire, ce n'est pas systématique dans les spondylarthropathies à forme axiale. Le syndrome inflammatoire, ce n'est pas comme dans la polyarthrite rhumatoïde où vous avez énormément d'inflammation. Là, l'inflammation, elle est plus larvée, mais chez certains patients, vous avez une augmentation de la C-réactive protéine, et donc c'est un élément également important à prendre en compte pour le diagnostic. Et donc, si je dois résumer ça, retenez pas la manière dont les classifications ont été faites, le nombre de critères qu'il faut avoir, etc. Mais par contre, retenez tous ces items, parce que tous ces items sont importants dans un dossier d'internat à rechercher pour essayer de faire le diagnostic de spondylarthrite ankylosante ou de spondylarthropathie à forme axiale, puisqu'aujourd'hui, c'est ce que l'on a envie de dire si l'on suit cette classification de l'ASAS publiée en juin 2009 cette année. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on passe au traitement évidemment. C'est comme dans la polyarthrite rhumatoïde, hein, une fois qu'on a fait le diagnostic, il ne faut pas attendre avant de traiter. Mais ça va être différent, parce que dans la polyarthrite rhumatoïde, il y a beaucoup de traitements de fond, et on commence toujours par le méthotrexate. Dans la spondylarthrite ankylosante ou dans les spondylarthropathies à forme axiale, il n'y en a pas beaucoup des traitements de fond, il n'y en a qu'un seul, une seule classe de médicaments, qui sont les biothérapies anti-TNF. Le méthotrexate, la salazopyrine, tout ça, ce sont des médicaments qui peuvent être utilisés dans les spondylarthropathies, mais quand vous avez des atteintes périphériques, des atteintes articulaires périphériques, là vous pouvez l'utiliser parce que ça a montré une certaine efficacité, même si les études randomisées contrôlées en double aveugle ne sont pas très très nombreuses et sont sur des tout petits effectifs avec des résultats un petit peu mitigés, mais bon, disons que dans l'expérience des rhumatologues, on considère que ça peut marcher. En revanche, ce qu'on sait très bien, et ça a été parfaitement démontré, c'est que quand vous avez des symptômes prédominants sur le rachis, les sacroiliaques, les articulations coxofémorales,
ça ne sert à rien de donner de la salazopyrine et du méthotrexate à ces patients-là. Et donc, qu'est-ce que ça va être la première ligne thérapeutique? Eh bien, ça va être des anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est là-dessus que repose le traitement de la majorité des patients qui ont une spondyloarthropathie à forme axiale. Et donc, on va utiliser un anti-inflammatoire non stéroïdien. On peut l'évaluer au bout de 15 jours, parce que c'est l'efficacité des anti-inflammatoires non stéroïdiens. On n'a pas besoin d'attendre des mois et des mois avant d'être capable de l'évaluer. C'est pas comme avec les traitements de fond de la polyarthrite rhumatoïde. Là, on peut très vite savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, et les patients le sentent tout de suite en général. Et puis, si ça ne marche pas, on en donne un deuxième. Et puis, si ça ne marche pas au bout d'un deuxième et qu'on est à 4 semaines minimum de traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien, les recommandations du même groupe ASAS, concernant cette fois-ci le traitement de ces patients, disent eh bien, il peut y avoir une indication, dans ces cas-là, à donner un inhibiteur du TNF-alpha, un anti-TNF, directement chez ces patients. Et pourtant, c'est très tôt, ça fait que juste un mois après le diagnostic. Alors évidemment, c'est la majorité des patients, vous donnez un anti-inflammatoire et ça va marcher très très bien, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais pour certains patients qui ont des formes un petit peu réfractaires, on arrive très rapidement, finalement, au traitement par les anti-TNF, avec des résultats qui sont cette fois-ci spectaculaires et en plus prolongés dans le temps, c'est-à-dire que les patients chez qui ça marche, on peut les traiter pendant des années et des années, ils continuent à très très bien réagir. Leur vie change du jour au lendemain. Moi, j'ai eu cette expérience au tout début des anti-TNF, je ne connaissais pas très bien ces médicaments-là. Les premiers patients que j'ai traités avec une spondylarthrite ankylosante, bien plus spectaculaire qu'avec la polyarthrite rhumatoïde, sont revenus, je ne sais plus, je devais les revoir 3 mois après, en me disant « Écoutez, c'est simple, 2 jours après l'injection de votre médicament, j'ai pu reprendre le footing, j'ai pu rejouer au foot avec mes potes, j'avais une vie tout à fait normale, alors que ça faisait 6 mois que j'étais chez moi, que je ne pouvais plus sortir, que ma vie était un enfer dès que je faisais un truc. » C'est vraiment des médicaments qui ont complètement révolutionné la prise en charge de cette maladie. Et donc la recommandation de l'ASAS concernant ces traitements-là, c'est de dire si vous avez échec de 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens sur une durée cumulée d'au moins 4 semaines, vous pouvez envisager un traitement par anti-TNF. Ils ne disent pas vous devez, mais ils disent vous pouvez envisager. La deuxième chose qu'ils disent, c'est que méthotrexate et salazopyrine, ce n'est pas indispensable avant de passer à un anti-TNF dans les formes axiales de cette maladie, et même ce n'est pas conseillé dans les formes axiales de cette maladie. Ça peut être toléré si vous avez en plus des arthrites périphériques, en plus de l'atteinte rachidienne, mais globalement, ce n'est pas indiqué, si vous n'avez qu'une atteinte rachidienne et axiale, ce n'est pas indiqué de donner du méthotrexate et de la sulfasalazine. Vous faites perdre du temps à votre patient et donc ce n'est pas bon pour vous ni pour le patient. Et puis ensuite, pour évaluer l'efficacité du traitement anti-TNF, à l'ASAS, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent eh bien, il faut attendre au minimum 12 semaines avant de juger de l'efficacité de ce traitement. Mais à partir de 12 semaines, on est en droit de se dire, si ça ne marche pas complètement, eh bien, peut-être simplement passer d'un anti-TNF à un autre. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 anti-TNF qui sont commercialisés. Bientôt, il y en a 2 autres qui vont arriver, donc on va en avoir 5. Donc 4 qui auront l'indication dans la spondylarthrite ankylosante. Donc on pourra jouer sur ces 4-là. Et on sait aujourd'hui que certains patients, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça, répondent à un anti-TNF et ne répondent pas à d'autres anti-TNF. De la même manière dans cette maladie que certains patients vont répondre à un type d'anti-inflammatoire non stéroïdien et ne pas répondre à un autre type d'anti-inflammatoire non stéroïdien. Et c'est aussi pour ça que l'ASAS a dit qu'il faut au moins en essayer 2 avant de passer à autre chose.